Le 16 octobre 2022, la police de l'Essai, dans l'État de Washington, reçoit un appel glaçant au 911. 911. Que... Signalez-vous? Allô? Allô? L'appel est passé via une Apple Watch, et l'appelante semble incapable de répondre à aucune des questions de l'opérateur. Et pour cause. Elle a été ligotée et bâillonnée avec du ruban adhésif toilé. Je reste en ligne jusqu'à l'arrivée des secours, d'accord? Mais quand les secours arrivent, il est déjà trop tard. Police de l'Essai, faites-vous connaître? Quand les flics arrivent à l'adresse, l'appelante et son ravisseur ont disparu. Les seuls indices sont un rouleau de ruban adhésif toilé, des éclaboussures de sang sur la moquette et la fille de l'appelante. Elle dit que sa mère avait des problèmes dans sa vie personnelle, mais elle n'aurait jamais imaginé que ces problèmes pourraient la mener à ça, à être kidnappée et enterrée vivante avec seulement son Apple Watch pour appeler à l'aide. Elle est morte. C'est bon, elle est morte. Il se bat avec quelqu'un. Puis, peu importe depuis combien de temps ça s'est passé, elle se venge toujours. Je vais te montrer. Les images que vous verrez n'ont jamais été diffusées. Et puis, il a piqué mes deux seins avec quelque chose de pointu. Et à ce moment-là, j'ai senti que je saignais. Alors, il m'a enterré dans le sol et s'est assuré que j'étais morte. Regardez nos épisodes sans pub sur Spotify avec un abonnement. Lien en description. Les flics arrivent à l'adresse dans une rue de banlieue à Lacé, à 13h02. C'est un après-midi calme, sans signe apparent de trouble. Seulement cet appel angoissant au 911. L'appelante de 42 ans, que nous appellerons Jenny pour protéger son anonymat, vit dans cette maison. Mais le nom sur le prêt immobilier est celui de Chol Kyung-han, âgé de 53 ans, son mari. Et il n'y a aucune trace, ni de l'un, ni de l'autre. L'appel au 911 faisant suffisamment craindre pour leur sécurité, les policiers entrent dans la maison par le garage. À l'intérieur, dans la salle à manger, il y a une bande de ruban adhésif arrachée sur le sol et un téléphone portable laissé sur la table. Lorsque les policiers appellent le numéro associé à l'Apple Watch, il sonne. Et un autre téléphone trouvé à l'étage, dans l'une des chambres, sonne aussi. Ce sont tous les deux les téléphones de Jenny. Mais Jenny n'est pas là. Dans une autre chambre, ils trouvent plus de rubans adhésifs et des taches de sang sur la moquette. Et les tapis dans le couloir ont été déplacés, comme s'il y avait eu une sorte d'altercation physique. Ce n'est pas une urgence médicale. Il s'est passé quelque chose de très grave. Alors qu'ils examinent la scène, une jeune femme arrive. C'est la fille de Jenny et Chae, âgée de 20 ans. Elle dit qu'ils sont en train de divorcer et qu'il y a une ordonnance du tribunal, mais elle ne connaît pas les détails. Chae n'habite plus ici, mais il vient encore parfois faire la lessive. Et sa camionnette était là ce matin, quand elle et sa mère sont revenues de l'église. Sa mère est entrée dans la maison et elle est partie faire des courses. Elle n'a pas revu ses parents depuis. D'après ces informations, la police publie un avis urgent de disparition et demande une localisation du téléphone portable de Chae. Vu les taches de sang, ils craignent le pire. Que Jenny, et peut-être Chae aussi, aient été assassinés. Juste après minuit, le 17 octobre 2022, les habitants d'une maison isolée au bord de la forêt sont réveillés par des coups frénétiques à leur porte. Ils viennent ouvrir et trouvent une femme visiblement blessée, couverte de terre et de sang, avec du ruban adhésif autour du cou. Elle leur supplie de l'aider. Elle dit qu'elle vient d'être enterrée vivante. Cette femme, c'est Jenny. Elle a survécu à une attaque horrible. Elle est emmenée à l'hôpital puis auprès des enquêteurs. Et pour comprendre ce qui lui est arrivé, ils devront repartir du tout début. Le visage de Jenny a été censuré pour protéger son identité. C'est la première intime que ce soit enregistré. Même ça, c'est pas trop intime. Oui. Jenny et Chae sont mariés depuis des décennies. Et ils ont vécu entre les États-Unis et la Corée. Ils ont 2 enfants, l'un âgé de 20 ans et l'autre d'11 ans. Et Chae a une carrière réussie dans l'armée, servant à la fois dans la marine et dans l'armée de terre depuis 1988. Mais Jenny dit que le rêve américain ne se déroulait pas comme il l'avait prévu. Pouvez-vous décrire ou parler un peu de votre relation avec Jay? Lui, c'est ça. Donc, nous nous sommes mariés. Comme nous venions de nous marier, il était vraiment très porté sur le porno. Et puis, il passait son temps à discuter avec des hommes et des femmes tout le vendredi, le samedi. Et les nuits de dimanche, j'ai tout vu. À chaque fois, je recevais des appels à ce sujet. Donc, après avoir donné naissance à ma fille, il nous a laissés seuls. Quand tu dis qu'il vous a laissé seul, tu veux dire qu'il quittait physiquement la maison ou juste pas? Oui,
solitaire, parfois il dérange vraiment. Donc même quand il était à la maison, il ne sortait pas de sa chambre parce qu'il discutait en ligne et regardait du porno. Donc avec ce genre de choses, on s'est disputé. Donc il y a eu 2 ou 3 fois, il est parti de la maison pendant 2 à 3 semaines. Est-ce qu'elle savait où il allait? C'est bien ça? C'est vraiment, il n'y avait pas de contexte, donc je ne sais pas. Une fois, elle dit qu'elle a vu un de ses messages. Donc le message disait, quand tu viens, apporte des chaussettes ou apporte autre chose. Alors j'ai compris qu'il avait un ami gay. Comment sais-tu que c'était un ami gay? Il appréciait la pornographie gay. Il collectionnait des photos de corps d'hommes nus. Donc, quand nous étions en Corée, il est parti en voyage d'affaires à Busan et à Jeju. Et j'ai appris plus tard qu'il avait invité des amis masculins dans sa chambre d'hôtel. J'ai découvert qu'elle ne s'était pas déconnectée. Donc la conversation, les messages étaient affichés à l'écran. Et il a oublié de l'éteindre. Donc je l'ai vu. Et j'ai le contexte du client. J'ai pris une photo de ça. Puis-je en faire des copies? Nous allons les copier. Ces discussions portaient surtout sur le sexe. Puis il a aussi parlé de moi. Il ne veut plus le faire avec moi. Il n'en a plus envie. Il utilisait son travail pour faciliter ses aventures. Mon mari l'a invité dans un hôtel de la base militaire. Il l'a accompagné pour venir là-bas. Donc le contexte se trouve dans ce message. D'accord. Cela comprenait une période où il a été rappelé pour être stationné en Corée, la laissant seule avec leurs enfants au Colorado. Donc j'ai appris que mon mari est allé voir son premier amour et qu'il a parcouru de longues distances à plusieurs reprises pour cela. Nous le ferons nous-mêmes parce que nous sommes amoureux. Même après son retour en Amérique, il était toujours en contact avec cette personne. Et puis, si tu regardes les messages, il y a une promesse de sa part où il dit qu'il reviendra en Corée retrouver son garçon. Il y avait de larges pans de sa vie qu'il gardait secret. En 2010, elle a demandé la citoyenneté, ce qui implique un entretien. Alors, l'examinateur m'a demandé, votre mari a déjà divorcé une fois. Le saviez-vous? Et aussi, avez-vous préparé ces documents vous-même? C'est moi qui l'ai fait. N'est-ce pas? Je ne me sentais pas à ma place et préparer les documents seule. Non, c'est pas ça. Tout ce que j'avais préparé, c'était ça. Tout ce que j'avais préparé, c'était ça. Tout ce que j'avais préparé, c'était ça. Donc, mon mari a préparé le formulaire de demande de citoyenneté. Et ensuite, il l'a mis dans une enveloppe et l'a scellé. Et il a dit, tu n'ouvres jamais cette enveloppe. Tu la donnes simplement à l'examinateur. Donc, l'examinateur l'a lu, puis a dit, savez-vous que votre mari a déjà été marié une fois? J'ai dit que je ne savais pas. J'ai dit que je ne savais pas. Oui, c'était la première fois que je l'apprenais. Donc, j'étais un peu choquée. Il a 11 ans de plus qu'elle. Elle savait, quand ils ont commencé à sortir ensemble, qu'il avait peut-être eu une autre vie avant qu'ils ne se rencontrent. Donc, quand nous étions 8, je lui ai demandé, vu la différence d'âge, s'il avait déjà été marié. Et il a dit non. Je n'ai pas de famille. Et même sa famille a dit non. Elle ne sait toujours pas pourquoi ils ont caché son premier mariage. Et ce n'était pas le seul élément de son passé qui est revenu la hanter. Donc, même à cette époque, il était toujours en contact avec son premier amour. Donc, les appels téléphoniques étaient très fréquents. Un jour, j'ai décroché le téléphone. C'était quand j'étais enceinte de 12 semaines. J'essayais de décrocher le téléphone et il m'a empêché de le faire, puis il m'a poussé contre le mur. Donc, à cause de ça, j'ai fait une fausse couche. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquêtes et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles.
Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire. À ce moment-là, j'ai saigné et je suis allée à l'hôpital. Donc, il ne se souciait pas de ma sécurité ni de quoi que ce soit dans le genre. Il s'inquiétait quand le médecin a demandé ce qui s'était passé à la maison. Il avait peur que je raconte ce qui s'était passé. Il m'a dit, à cause de toi, j'ai failli me faire renvoyer de mon travail. Pourquoi? Où as-tu fait ça? Qu'est-ce que le docteur m'a encore prêté? Qu'est-ce que c'est? Alors tu me demandes quoi? Tu as dit oh. Tu l'as dit au docteur? Que s'est-il passé? Je n'ai rien dit au docteur. C'était la première fois qu'elle avait peur de son mari. Mais ce ne serait pas la dernière. Alors, quand elle a trouvé les messages, elle a eu l'impression que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Alors, j'ai décidé de divorcer. Donc, mon deuxième enfant était jeune et je n'ai aucune raison financière. Elle avait besoin de temps pour rassembler les ressources nécessaires pour le quitter. Mais le divorce était toujours dans son esprit. Nous vivons dans la même maison. Mais tu fais tes propres choses, je l'admire. C'est séparé. Donc ma vie de couple est toujours marquée par la solitude et c'est pas sain. Le 28 août 2021, un an avant ce jour fatidique d'octobre, ils se disputaient dans le garage. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce qui a commencé la dispute? Donc nous parlions d'un divorce. J'ai dit, je ne peux plus continuer comme ça. À ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, quand je vivais des violences conjugales et des choses comme ça, cette personne m'a aidée. Donc, nous étions en train de nous disputer et mon téléphone portable était par terre. Et puis, avec une hache, il essayait d'écraser mon téléphone portable. Et à ce moment-là, je me suis dirigée vers la porte du garage. Donc, il tenait une hache. J'avais peur. Alors, je l'ai ouvert. Il y a une caméra devant. Et je me suis rendu compte que les autres personnes devant chez moi ont une caméra. Alors, j'ai pensé que si j'ouvrais la porte du garage, il s'arrêterait. Et il s'est arrêté. Tout comme pour la fausse couche, il était terrifié à l'idée qu'elle implique les autorités dans leur mariage. Mais cette fois, elle n'est pas restée silencieuse. Elle a parlé à la police. Alors, il m'a attrapée et puis il m'a poussée au sol. Je me suis endormie à la maison quand je suis tombée. Oui. Et puis, il m'a attrapée par les chevilles et m'a traînée. Ton téléphone portable est comme ça? Alors, puisque c'est la pleine lune, j'ai caché mon téléphone portable et j'ai utilisé celui de ma fille. Alors, j'ai appelé la police. Je vois, vous avez quelques photos ici. Vous achetez aujourd'hui? Ce sont celles-ci. Ces cicatrices sont apparues ce jour-là. Et voici la déclaration faite ce jour-là. Alors, mon mari a dit à votre fille, si tu n'écris pas cette déclaration, j'irai en prison. Donc, depuis le début jusqu'ici, ma fille l'a écrit. Et à partir de là, elle dit. Et ma fille m'a dit qu'elle avait peur. Donc, elle a dû écrire cette déclaration. Il a obligé leur fille à le défendre. Mais il n'a pas pu faire la même chose avec Jenny. À plusieurs reprises, il insiste sur le fait que je signe la déclaration qu'il a écrite et je l'envoie à la mairie. Alors, il a dit à l'avocat. Je n'ai rédigé aucune déclaration. Je n'ai pas signé cette lettre parce que je sais que c'est un mensonge et qu'il veut s'en servir contre moi. Ouais.
Il m'a envoyé plusieurs emails pour que je signe cette lettre, mais j'ai refusé. Leur mariage était terminé, sauf de nom. Mais il n'avait jamais été parfait dès le départ. Depuis le début, ils dormaient dans des chambres séparées, et il avait clairement dit qu'ils devaient chacun vivre leur propre vie. C'est ce qu'il m'a dit. Je vivrai ma propre vie, alors ne t'inquiète pas pour moi. Donc, tu peux vivre ta vie. Avec le divorce imminent et une interdiction de contact après l'agression d'août, elle a commencé à vivre sa propre vie. Elle a eu des rendez-vous et a rencontré son nouveau petit ami. Comment son mari a-t-il réagi au fait que tu sortes avec quelqu'un? Il a dit, ça ne me dérange pas, mais tu n'as pas les droits. J'ai dit, et toi, ça te plaît? Et lui, il était furieux. C'était normal qu'il le fasse, mais pas toi. Exactement. Donc, il était vraiment contrarié que j'ai un petit ami et il est allé voir mon petit ami pour le menacer. Où est-ce que ça s'est passé? Mon mari est allé chez mon petit ami. Avec quoi menaces-tu? Ne revois jamais ma femme et ne la vois pas. Et puis, il a aussi dit à mon petit ami que j'en informerai ta famille et que j'en parlerai aussi à ton travail. Le comportement de Shay devenait de plus en plus instable. Lorsque vous et votre mari vous êtes disputés au sujet du divorce, vous a-t-il fait peur ou menacé à un moment donné à propos du divorce ou pas? Oui, toujours. S'est-il disputé à propos de ce qu'il ferait avec son argent de retraite ou tout autre argent? Donc il a dit, si je te donne l'argent de la retraite, je vais te tuer, je vais te montrer. Il a dit, si il doit te donner de l'argent pour la retraite, Oui. si je dois te donner l'argent de tes parents, je te tuerai. Léonard Doin. Oui. Après cet incident, j'ai décidé de divorcer de lui. Donc, à ce moment-là, il a dit ça. Je ne sais pas quoi faire. Et puis, il a dit, après qu'il ait été démobilisé de l'armée, et ensuite, j'attendrai et je verrai. Et il me menaçait. En juin 2022, elle a trouvé un avocat spécialisé en divorce. Quelqu'un qui s'est assuré que tout accord la traiterait équitablement. Donc, pendant que je n'étais pas chez moi, il est entré, il a enlevé les portes des chambres et il les a jetées. Et il a continué à me harceler. Je lui ai demandé de renoncer à l'argent et je lui ai dit. Et il a aussi raison sur moi, qu'il abandonne son... Eh bien, Quand tu dis abandonner, tu veux dire ne pas le nettoyer? donc, c'est tout mon argent. Je ne fais pas le partage des biens. Et il a dit, il ne paiera pas le prêt immobilier pour que nous soyons expulsés de cette maison. Le 6 juin, il a menacé de se suicider. Et il a dit qu'il était prêt à mourir. Il dit, je vais mourir. Cela s'est aggravé jusqu'en septembre. Et puis, il m'a aussi dit que je devais rembourser à sa mère l'argent que je lui avais emprunté. C'était environ 150 000 $. Je n'ai jamais emprunté d'argent à sa mère. Il n'était même pas proche de sa famille. Jenny dit qu'il a rompu avec eux il y a 12 ans. Sa famille savait-elle qu'il était bisexuel? Non. Cela aurait-il été acceptable dans leur famille ou culturellement? Non, c'est pas pour eux. Et Symbole. Oui, je suis désolée. C'est un secret dans sa famille. Avec sa femme et ses enfants qui lui échappaient, Che devenait de plus en plus désespéré et il était obsédé par l'argent. Donc, avant le 16 octobre, il est venu chez Ian et moi pour récupérer les documents et prendre certaines de ses affaires. tu lui as demandé de placer. Alors, un jour, je suis rentrée du travail et j'ai vu, vous savez, le placard et les tiroirs étaient complètement retournés. Donc, dans ma chambre, j'ai un sac cher, Chanel, qui avait disparu. C'était le 11 octobre. Alors, il a bloqué toutes les cartes de crédit. Donc, je n'avais rien. J'avais un peu d'argent d'urgence dans la chambre. Je lui ai donné. C'était 2000 $. Alors, il a pris mon sac et a sorti l'argent. Au début, je pensais qu'il y avait un cambrioleur chez moi. Alors, j'ai appelé la police.
Le docteur a dit, je suis pour assez obtenir certaine. le bouton. Et Oui, plus tard, j'ai réalisé. Ça pouvait aussi être mon mari. Alors, j'ai appelé mon mari. Il n'a pas répondu au téléphone. Alors, j'ai demandé à ma fille de l'appeler. J'ai utilisé le portable de ma fille. Et puis, il a raccroché. Et je lui ai demandé, pourquoi tu m'as volé ça? Il a dit, c'est comme je veux. C'est quoi? C'est comme je veux. Qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, elle savait qu'il était prêt à tout. Et j'ai appris à utiliser cette montre. Mes parents étaient différents. Je pensais que j'avais peur. Mon mari peut me tuer à tout moment. Alors j'ai appris à utiliser cette montre. J'étais préparée. Elle savait que l'ordonnance d'interdiction de contact pourrait être insuffisante. Et elle avait raison. Le 16 octobre, alors qu'elle rentrait de l'église avec sa fille, elle a trouvé la camionnette de Tché dans son allée. Il l'attendait chez elle. Elle a envoyé sa fille ailleurs et est entrée pour lui parler de choses pratiques, comme la garde et la pension alimentaire. Et mon mari a commencé à reparler des problèmes passés que nous avions eus dans la famille. Et il s'est mis à se plaindre, puis c'est devenu une dispute. Elle lui a dit qu'elle ne voulait plus qu'il vienne chez elle. Je suis allée dans ma chambre, puis j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir et se fermer, et j'ai entendu ses pas. Les pas étaient très rapides, puis soudain, il est entré dans la chambre et a commencé à me frapper au visage et à la tête. Ma tête, puis je suis tombée par terre. Et il est venu vers moi alors que j'étais tombée par terre. Il m'a dit, je vais te tuer, je n'ai besoin de rien. Puis il me poussait de tout son poids et essayait de m'attraper les deux mains et j'essayais de m'en sortir. Et puis je lui ai dit, ne fais pas ça, arrête. Et puis j'ai supplié. Après cela, il m'a attaché les chevilles avec du ruban adhésif. Puis il a aussi attaché mes cuisses avec du ruban adhésif. Après cela, il m'a scotché la bouche en faisant le tour de la tête. Puis il a aussi mis du ruban adhésif sur mes yeux pour que je ne vois pas. Il l'a laissée seule pour ouvrir sa camionnette. Profitant de cette unique chance, elle a utilisé son Apple Watch pour appeler le 911 et alerter ses contacts d'urgence. À son retour, il a compris ce qu'elle avait fait. Et après qu'il ait découvert que j'avais réussi à contacter le 911, grâce à l'Apple Watch, il est allé au garage, puis il est revenu. Et ensuite, il a frappé l'Apple Watch avec le marteau, alors qu'elle était à mon poignet. Puis, il a aussi utilisé le marteau pour frapper mon poignet plusieurs fois, à plusieurs reprises également. Il l'a porté jusqu'à sa camionnette, puis l'a conduit jusqu'en forêt. Ils ont probablement croisé les policiers qui se rendaient à son adresse. Trop peu, trop tard. Et puis après ça, je ne savais pas à quelle distance il était de moi, mais j'entendais qu'il creusait le sol pendant un moment. Puis il a commencé à me traîner. Et quand il me traînait, mon chemilier et puis mes sous-vêtements étaient tous remontés parce qu'il me traînait. Et il jurait. Il m'a insulté, puis il m'a piqué les deux seins avec quelque chose de pointu. Et puis à ce moment-là, j'ai pu sentir que je saignais. Après ça, j'ai pu entendre qu'il essayait de couvrir quelque chose. Plus tard, j'ai pu découvrir qu'il s'agissait d'un bois. Mais à ce moment-là, j'ai entendu un bruit lourd. J'ai senti qu'il essayait peut-être de couvrir ce trou avec quelque chose de lourd. Après ça, il a commencé à jeter de la terre sur moi à l'intérieur du trou et du fossé. Il versait la terre. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était continuer à essayer de respirer. Et puis, elle a dit qu'elle essayait de ne pas enfouir sa tête dans la terre pour pouvoir respirer. Et après ça, après qu'il ait mis toute la terre pendant un moment, j'ai entendu qu'il démarrait la voiture. Et puis après ça, il a tout de suite coupé le moteur. Et je pouvais entendre ses pas près de l'endroit où j'étais, là où j'étais enterrée. Et puis, il était là, je pouvais entendre ses pas pendant qu'il marchait au-dessus de moi. Donc, elle est enterrée dans le sol et s'assure que j'étais morte. Et puis, il a un peu recouvert les pieds et d'autres endroits. Et ensuite, il a dit, elle est morte. C'est bon, elle est morte. Tu as entendu la dernière chose? Eh bien, parce que chaque...
Oui. A-t-il dit à voix haute qu'elle était morte ou se l'est-il dit intérieurement? Non, il parlait de ça, il le fait souvent. Eh bien, elle a eu ce regard-là. Je vais te tuer. Il se parlait à lui-même. Puis elle a entendu ses pas s'éloigner. Il est monté dans la camionnette et s'est assis là, la laissant pour morte. Mais elle n'était pas morte. À ce moment-là, j'avais beaucoup de mal à respirer. Et puis sous terre, j'avais très froid. Et ensuite, je pensais à mes enfants. Et puis j'ai eu la volonté de survivre à cette situation en pensant à mes enfants. Elle a réussi à se défaire du ruban adhésif toilé avec les ongles. À ce moment-là, je crois que j'ai compris que sa voiture était très loin du trou que j'étais en train de creuser. Et je ne voulais pas qu'il sache que j'étais vivante et que je m'étais libérée du ruban adhésif. J'avais peur qu'il le découvre, alors je restais immobile et silencieuse jusqu'à la tombée de la nuit. Quand la nuit est tombée, elle a vu de la lumière dans la camionnette aux vitres embuées. Pensant que Che dormait, elle est sortie du trou et s'est enfuie dans les bois. Pendant longtemps, j'ai couru le long de la route pour m'enfuir. Puis soudain, j'ai aperçu la lumière d'une maison. Et ensuite, je suis montée dans leur allée, puis j'ai sonné à la porte. J'ai demandé de l'aide. Mon mari essaie de me tuer. Il disait souvent qu'il me tuerait quand il était en colère. Et il a aussi dit, quand nous étions en train de divorcer, il a dit « Je préfère te tuer plutôt que de te donner mon argent de retraite. » Quand il se disputait, il disait qu'il allait me tuer, mais je ne savais pas qu'il passerait vraiment un acte. Je n'arrive pas à y croire, c'est vraiment effrayant. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. J'ai très peur. Ce qui ne transparaît pas dans la voix de l'interprète, c'est le chagrin et la peur de Jenny. Elle pleure en racontant son histoire. L'homme qu'elle aimait et pour qui elle a traversé le monde avait prévu de la tuer. Et il a failli réussir. C'est comme ça que je me sentais après avoir vécu avec lui pendant 20 ans. Et puis sa famille me l'a aussi dit, surtout sa sœur. L'a dit que, donc par exemple, s'il se dispute avec quelqu'un, alors peu importe combien de temps s'est écoulé ou depuis combien de temps cela s'est passé, il cherche toujours à se venger. C'est ce qui m'inquiétait le plus, la partie la plus inquiétante pour moi parce que j'aurais dû mourir selon son plan. Cependant, j'ai survécu à cette situation, j'ai réussi à m'en échapper et ensuite il a été attrapé. C'est pour ça que cela m'inquiète le plus. Heureusement pour Jenny, les flics l'ont rattrapé. Vers 7h30 du matin, le 17 octobre, un véhicule suspect est repéré sur le Chehalis Western Trail, à environ 1 mile de la maison où Jenny s'était rendue la veille au soir pour demander de l'aide. Il correspond à la description du van de Che. Les flics se rendent sur place et le trouvent avec le moteur en marche, Che somnolent à l'intérieur. Ils l'arrêtent sans résistance. Blessé à la main, il est d'abord conduit à l'hôpital. Pendant ce temps, les policiers fouillent les bois et découvrent une clairière correspondant exactement à la description de Jenny, avec des arbres abattus. Là, ils trouvent un trou dans le sol recouvert de branches pour le dissimuler. À l'intérieur du trou, il y a des bandes de rubans adhésifs toilés, déchirées, identiques à celles de la maison de Jenny. Ce trou était destiné à être sa tombe. En fouillant la camionnette de Che, les découvertes glaçantes ne s'arrêtent pas. Ils trouvent une tête d'oreiller tachée de sang, une hachette dans un sac en plastique et un outil multifonction à lame. Il y a aussi plusieurs documents, dont les papiers de divorce et des réservations pour un vol à destination de Miami le 17 novembre. Avait-il l'intention de prendre un vol pour la Floride? Ou prévoyait-il quelque chose de pire? Parce que les agents trouvent aussi une note manuscrite déchirée, adressée à ses enfants. Elle dit « Je suis tellement désolé que cela en soit arrivé là. Désolé que nous vous ayons causé autant de douleurs et de souffrances depuis votre naissance. Je ne voulais pas faire ça, mais je me sentais piégé. Je n'ai vraiment plus envie de vivre. Quand vous êtes né, ce furent les plus beaux jours de ma vie. Et c'était génial d'être votre père et de passer du temps ensemble. Je vous aime tellement. J'espère que vous aurez une vie meilleure que la nôtre. Merci d'être ma fille et mon fils. Au revoir, papa. Préparait-il un meurtre-suicide? Si c'était le cas, il ne le dira pas aux enquêteurs. MA est ici avec nous. Mais est-ce que vous nous entendez? Oui, Savez-vous que ceci est enregistré? oui. D'accord, donc parce que tu n'es évidemment pas libre de partir. Et avant de te poser d'autres questions, je vais te lire tes droits. Naturellement, d'accord. Donc, quand on parle aux gens, on essaie d'apprendre autant que possible sur eux, d'accord? Tu as servi dans l'armée?
Oui. Je dois invoquer le 5e amendement. Je suis désolé, tu dois parler plus fort. Je dois invoquer le 5e amendement. Fais quelque chose à propos de 5e. Oui. Donc, le 5e. Donc, vous dites que vous ne souhaitez pas nous parler? Oui. Vous ne voulez pas nous parler? Non. Il invoque le 5e amendement, le droit de ne pas s'incriminer, et refuse de parler. Mais il y a beaucoup de preuves contre lui. La caméra de vidéosurveillance d'un voisin le filme en train de monter dans sa camionnette et de rentrer dans le garage juste au moment de l'appel au 911. Sa propre fille a identifié l'homme, vu ici, comme étant Che, et ceux qui connaissaient le couple avaient aussi des choses accablantes à dire. Il n'a rien à expliquer qu'il y avait des antécédents de violence conjugale et que l'homme, Che, avait été arrêté l'année dernière pour violence conjugale. Et après cette arrestation, il avait fait des commentaires du genre que s'il tombait, il ne tomberait pas seul et qu'il l'entraînerait avec lui. À son audience de libération sous caution, Jenny fait une déclaration désespérée. Voici ces mots. S'il vous plaît, pas de caution. J'ai vraiment peur pour ma vie. Je veux juste insister sur le fait que j'ai très peur de lui et il me tuera de nouveau s'il est libéré. En conséquence, la libération sous caution est refusée. Finalement, il plaide coupable de tentative de meurtre, affirmant que son trouble de stress post-traumatique, lié à 30 ans de carrière militaire, a entraîné un effondrement psychique. Mais le schéma de comportement abusif et de contrôle suggérerait le contraire. Lorsqu'il a fait une déclaration au tribunal, Jenny a commencé à avoir des difficultés à respirer, nécessitant l'intervention des ambulanciers. Che est condamné à près de 14 ans de prison, la peine maximale pour son crime. Lorsqu'il sera libéré, il ne pourra pas posséder d'armes à feu et il lui est interdit de contacter sa femme, qui portera les cicatrices de ce qu'il lui a fait pour le reste de sa vie. Que pensez-vous de cette histoire glaçante? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, restez prudents, continuez à suivre notre chaîne et on se retrouve très bientôt sur The Décodeur.